Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres. Votre invité est docteur en droit et en pharmacie. Il est actuellement professeur d'université. Il est professeur de droit et économie pharmaceutique à la faculté de pharmacie Université Paris-Sud à Châtenay-Malabry. Il a beaucoup écumé les concours de nouvelles entre 2002 et 2006 notamment et récolté de nombreux succès. On va pouvoir en citer quelques-uns. Le prix par exemple Albertine Sarrazin en 2005, le Grand Prix littéraire de Péronne en 2005 également, ou encore le prix Harfang en 2003. Après plusieurs nouvelles publiées au sein de revues ou de collectifs, il publie son premier livre, un recueil de nouvelles intitulé Entre Genèse et Chaos en 2005. En 2009, il signe là son premier roman, Mort thématique. Ce dernier lui vaut de décrocher le prix Plume de Glace au Festival du roman policier de Serre Chevalier, et c'était en 2011. Auteur éclectique, votre invité alterne ouvrage de littérature générale qu'il signe désormais du pseudonyme Yves Magne, et puis Le Silence, ça c'était en 2017, et puis les romans policiers ou d'aventure qu'il signe de son véritable patronyme. Il est membre de l'Académie nationale de pharmacie ainsi que du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Enfin, il est secrétaire du Grand Prix littéraire de l'Académie nationale de pharmacie et membre du jury, oui, pas n'importe lequel, bien du jury du prix Vedraria, ce concours de nouvelles. Il s'agit, vous l'aurez peut-être reconnu, de Éric Foissier. Il vous présente son tout dernier roman, Les Francs Royaumes, la fureur de Frédégonde, aux éditions Jean-Claude Lattès, qui d'ailleurs on en profite pour saluer et remercier cette belle maison d'édition qui, sans elle, cette interview n'aurait pu se faire. Éric Foissier, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour Guillaume, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé, vous le savez, comme toujours Éric. Eh bien, pour celles et ceux qui vous découvrent, et il y en a encore, eh bien, racontez-nous, oui, votre parcours pour en arriver là où vous en êtes, et notamment vos études en droit et en pharmacie. C'était un peu le parcours de quelqu'un qui était plutôt un littéraire. Moi, j'ai toujours en fait été littéraire. J'ai dû écrire mon premier manuscrit à l'âge de 15 ans, mais qui avait des parents qui le poussaient à faire des études. Et à mon époque, quand on était un bon élève, même si on était littéraire, on faisait un bac C, donc un bac scientifique, et après des études scientifiques. Donc c'est comme ça que j'ai fait des études de pharmacie. Et puis après les études de pharmacie, je suis reparti en première année de droit. Et j'ai fait tout un cursus juridique où là j'ai retrouvé un peu la chose littéraire. Et du coup, j'ai les deux doctorats. Je suis docteur en pharmacie, docteur en droit, et j'enseigne, et comme vous l'avez dit, le droit pharmaceutique en faculté de pharmacie, et également l'histoire de la pharmacie. Et c'est quelque chose ça qu'on retrouve dans mes romans, puisque dans mes romans policiers historiques, il y a très souvent des notations sur la médecine des époques que je visite. Ça tombe bien, là, vous venez de parler des cours, notamment que vous enseignez, Éric. Expliquez-nous ce que vous faites précisément en tant que professeur à cette faculté de pharmacie Université Paris-Sud à Châtenay-Malabry, oui. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe, et puis quel est votre rôle en fait? Qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a évidemment les enseignements magistraux en amphithéâtre sont importants. Donc, j'enseigne en première année notamment des études de santé. Et puis, il y a aussi les différents diplômes que je dirige. Il se trouve que je dirige un master d'affaires réglementaires qui est plutôt destiné à des gens qui vont travailler dans l'industrie pharmaceutique. Et puis je dirige une équipe de recherche en droit et économie de la santé. Donc ça fait beaucoup d'occupations, et il se trouve que, comme vous l'avez rappelé aussi, le métier universitaire fait que vous avez souvent d'autres fonctions. Et donc pendant près de 20 ans, j'ai été membre du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en tant que professeur d'université nommé par le ministère. Et là, j'ai eu un rôle dans les décisions de justice qui étaient rendues par les chambres de discipline de l'Ordre des pharmaciens. Donc une activité très éclectique, et en plus, j'ajoute à ça un poste de responsable du musée d'histoire de la pharmacie qui existe à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry. Voilà un peu ce que je fais à la fac. En fait, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, vous. Et non, et puis voilà, à mes heures perdues en plus, je rajoute donc la littérature et donc l'écriture. Ce sont des journées et des soirées et des débuts de nuit bien remplis.
C'est génial, ça vous parlait de l'écriture. Bah, Éric Foissier, expliquez-nous comment vous est venue cette passion pour cette écriture. Oh, ça vient de la lecture, hein. J'ai toujours été un gros lecteur. On était trois garçons dans la famille. Nos parents nous avaient donné le goût de la lecture. Et sur les trois garçons, on est deux écrivains, mon jeune frère et moi-même. Et notre frère aîné, lui, est aussi un très gros lecteur. Et du coup, il y a des livres comme ça dans ma jeunesse qui m'ont frappé, impressionné et qui m'ont donné envie à mon tour d'écrire, de transmettre des choses par l'écrit. Et donc j'ai toujours écrit à partir de l'âge de 15 ans, j'ai toujours écrit et finalement comme je ne connaissais personne dans le monde de l'édition, j'ai un peu construit ma carrière littéraire comme j'avais construit ma carrière universitaire, c'est-à-dire en commençant petit, en faisant d'abord des nouvelles parce que c'était plus facile, il y avait beaucoup de concours de nouvelles qui sont organisés en France, il y a des revues dans lesquelles on peut publier des nouvelles. C'est plus facile, plus simple que d'emblée, quand on est inconnu, essayer de démarcher des éditeurs avec un manuscrit de roman. Et donc, par le biais de ces concours de nouvelles, où en l'espace de 5 ans, j'ai dû remporter une cinquantaine de prix, du coup, je me suis fait remarquer, et j'ai eu un premier livre publié, et puis les choses se sont enchaînées petit à petit, et donc je suis passé d'un petit éditeur à un éditeur un peu plus important, moyen éditeur, on dira, et puis maintenant, je suis chez Jean-Claude Lattès, donc là, évidemment, ça change complètement de dimension. Et c'est maintenant mon cinquième roman qui est publié chez Jean-Claude Lattès. Oui, une très belle maison d'édition, une belle association en tous les cas, et on est très heureux de vous avoir une nouvelle fois et on remercie vraiment les éditions Jean-Claude Lattès, bien entendu. Quand vous n'écrivez pas notamment, oui, quelles sont vos passions? Alors en dehors de l'écriture et puis de la lecture, on y reviendra dans une poignée de minutes, mais simplement voilà, est-ce que vous êtes peut-être un sportif? Est-ce que vous aimez peut-être, je sais pas, faire des balades en famille ou autre? Alors, Expliquez-nous. la vie de famille prend du temps, évidemment, m'occupe pas mal, parce que j'ai trois garçons, et puis je fais aussi du sport, c'est nécessaire pour équilibrer tout ça, donc je fais du sport en compétition, je fais du tennis de table, en fait, en compétition. C'est indispensable quand on a des activités comme moi qui sont quand même assez casanières, hein, à la fac, derrière mon bureau quand j'écris, ça fait du bien de s'entraîner 2 fois par semaine et de faire un peu de compétition en tennis de table. Ça permet de garder la forme, d'évacuer le stress, d'évacuer la fatigue intellectuelle. Donc c'est vraiment indispensable à mon équilibre, ça, de maintenir une activité sportive. Éric Foissier, si l'on s'invite chez vous, on y est, avec vous, ça tombe bien. On se dirige là tout droit vers votre bibliothèque. On imagine, pour celles et ceux qui vous écoutent, elle est face à nous, on lève la tête. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver à l'intérieur de celle-ci? Oh là là, énormément de choses parce que je suis très éclectique. Donc je lis vraiment de tout. Donc vous allez trouver aussi bien des essais, des livres d'histoire, des biographies, du roman collection blanche, de littérature générale, du polar, de la science-fiction, de la fantaisie. Je suis vraiment très éclectique. Je n'ai pas de genre privilégié. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est les bons romans. Et des bons romans, on peut en trouver dans n'importe quel genre. Pour moi, il n'y a pas de sous-genre en littérature. Et donc, je lis vraiment de tout. Donc, c'est une bibliothèque très fournie, trop parfois parce que ça déborde de partout, alors que j'ai la chance d'avoir une très belle bibliothèque. Mais voilà, elle est très éclectique. Éric Foissier, on va s'adresser cette fois-ci à vous, à votre dernier roman qui s'intitule, on le rappelle, Les Francs Royaumes, la fureur de Frédégonde, aux éditions Jean-Claude Lattès. Comment vous est venue l'idée d'écrire cet ouvrage? Expliquez-nous. On rappelle pour celles et ceux là qui viennent de nous rejoindre que c'est en quelque sorte la suite, effectivement, de votre ouvrage précédent. C'est bien ça, Éric? Oui, en fait, ce sont deux aventures indépendantes. Le précédent était paru l'an dernier et s'intitulait Par 2 fois tu mourras. C'était le premier tome des Francs Royaumes. Là, c'est le second tome, La Fureur de Frédégonde. On retrouve les personnages principaux, mais à chaque fois, c'est une aventure complète, donc on peut lire l'un sans l'autre. Mais l'idée ce qui m'a incité à écrire sur cette période, parce qu'en fait, le roman, il faut le dire, donc, se déroule à l'époque des petits-fils de Clovis. Ce sont les 4 petits-fils de Clovis qui règnent sur ce qu'on n'appelle pas encore la France, c'est-à-dire les royaumes francs, la Francia. Et ce qui m'a
m'a donné envie d'écrire sur cette période-là, c'est que c'est une période finalement très méconnue, la période mérovingienne. Souvent on passe des Gaulois, on voit les Gaulois, ensuite deux mots sur Clovis, et puis on passe tout de suite de Clovis à Charlemagne, et on zappe toute la période mérovingienne, qui est pourtant une période qui est tout à fait fascinante, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire dessus, parce qu'elle est fascinante à la fois d'un point de vue politique. On est dans un royaume qui est partagé entre plusieurs frères, et c'est un peu la guerre des trônes, puisque chaque frère espère être le dernier survivant pour réunifier tout le royaume. En même temps, on a aussi une très grande richesse au niveau religieux, puisque l'Église chrétienne, à travers les évêques, assoit son pouvoir dans les grandes cités. Les rois francs ont épousé la religion chrétienne après Clovis, mais pour des raisons purement politiques. En réalité, tout le peuple franc reste imprégné de la religion germanique. Et puis, à côté de ça, on a tout un peuple de Gaulois, parce qu'en réalité, la majeure partie de la population en Gaule à cette époque-là, ce sont encore des Gaulois. Eux conservent leur religion celtique de façon secrète, mais continuent à pratiquer les cultes celtiques. Donc ça, c'était passionnant. Et puis, pour rajouter le tout, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est la période que je traite. On est en 575, le second roman là commence à l'automne 575. On a en plus deux femmes extraordinaires qui vont s'affronter, qui sont les deux épouses de deux rois francs de l'époque, qui sont d'un côté Frédégonde, qui est la reine de Neustrie, et de l'autre côté, on a Brunehild, qui elle est la reine d'Austrasie. Et ces deux reines qui ne se sont jamais rencontrées, les historiens sont assez d'accord là-dessus, vont se vouer une haine féroce. Alors, en lisant les deux romans, on apprend pourquoi ces reines se haïssent, mais elles vont plonger les royaumes francs dans une guerre civile qui va durer près de 30 ans. Et c'est donc une période qui est tout à fait fascinante, et ça m'a donné envie d'écrire là-dessus, parce que je me suis dit, mais finalement, les gens se sont passionnés pour Game of Thrones, se passionnent pour des sagas comme Vikings, mais en réalité, nous, dans notre histoire de France, on a déjà tout ça. On a ces femmes qui régnaient par leur volonté de faire, par leur charme, parce qu'elles étaient toutes les deux très belles, qui tenaient leurs amants par le sexe et le feu, et je me suis dit, mais il faut écrire là-dessus, c'est une période trop fascinante. Et voilà ce qui m'a incité donc à écrire cette fresque en 2 volumes des Francs royaux. Vous faites bien de le dire, puisque nos confrères publics disent de votre roman entre Game of Thrones et Viking. Donc effectivement, voilà. c'est vraiment entre ces deux mondes, Oui, on allait dire. c'est un bon résumé du livre. On retrouve tous ces ingrédients qui, je pense, ont plu aux admirateurs de ces 2 séries télé. Une époque assez violente où on conquiert le pouvoir par la force, par la ruse, mais aussi par la séduction. Et on retrouve tout ça à l'époque de ces rois francs. Comment s'est passée la phase d'écriture, oui, en termes de recherche? Je pense qu'il y a dû en avoir forcément pour être le plus précis que possible, pour les grands fans d'histoire, qui vont être peut-être pointus là-dessus. On sait que c'est fortement suivi. Et puis également en termes de chapitres et autres, comment vous avez procédé? Puis est-ce que vous aussi vous faites un plan? On sait qu'il y a certains auteurs qui le font. Comment vous travaillez, Éric? Alors, moi, il y a toujours évidemment une première phase qui est une phase de documentation. Et dans cette phase de documentation, ce que je cherche, donc après avoir repéré une période qui va m'intéresser, j'essaye de trouver dans la documentation, et je commence toujours par là, des personnages historiques qui sont suffisamment forts, intéressants, pour devenir des personnages de roman. Et c'est toujours ça qui commence, pour moi, le travail de romancier. Donc, une fois que j'ai repéré ces personnages-là que je vais mêler à mon intrigue, qui vont être des personnages historiques qui vont devenir des personnages de roman pour moi, je vais me documenter, je vais repérer les événements historiques que je veux évoquer dans le roman, ou ceux que je veux décrire, ceux que je vais mêler à mon intrigue. Et puis ensuite, je vais, une fois que toute la documentation est faite, je vais concevoir une intrigue policière, puisque je trouve que le roman policier, c'est vraiment très bien pour amener les gens à l'histoire, parce que certaines personnes qui n'iraient pas lire un livre
livre d'histoire ou même un roman historique classique, éventuellement vont se laisser prendre par une intrigue policière et finalement plonger dans un roman historique, mais un roman historique qui a tous les mécanismes du roman policier. Et donc là aussi je fais un effort au niveau de la documentation pour ne jamais concevoir une intrigue qui sera artificielle, déconnectée de l'histoire et que je plaquerai sur un contexte historique qui serait juste un décor. Donc moi, à chaque fois que je conçois une intrigue policière, c'est toujours l'histoire qui me la dicte. Par exemple, dans le premier tome des Francs-Royaumes, le crime qu'il s'agissait d'élucider, c'est un crime réel qui a eu lieu, qui a été le meurtre d'une reine de Neustrie qui s'appelait Galswinthe. Donc ça a été l'intrigue du premier tome. Et puis là, pour ces Francs-Royaumes, je suis parti en fait d'une phrase de Grégoire de Tours, qui a écrit l'histoire des royaumes francs. Grégoire de Tours était donc évêque à Tours et c'est l'un des principaux témoins contemporains dont on a gardé le témoignage sur cette époque. Et lorsqu'il nous parle de cette année 575 qui amorce le début de la fureur de Frédégonde, il indique qu'à Tours, où se trouvait la dépouille de Saint-Martin, le fameux saint de l'Église chrétienne qui aurait partagé son manteau en deux pour donner à un pauvre, eh bien, il indique que dans la basilique de Saint-Martin, des miracles ont eu lieu cette année-là de façon très nombreuse. Et du coup, c'est le point de départ du roman, puisque en fait, le héros du roman est un jeune lettré gallo-romain qui est le filleul de Grégoire de Tours, et il est appelé à Tours par l'évêque Grégoire, qui va lui demander d'élucider une triple énigme. D'abord, la disparition mystérieuse d'un prieur, d'un moine, qui a disparu d'une pièce de façon incompréhensible, puisque la pièce était fermée de l'intérieur et on ne comprend pas comment il a pu disparaître. Ensuite, deuxième énigme, la disparition et la soudaine réapparition devant une foule de plusieurs centaines de pèlerins du fameux manteau de Saint-Martin, de cette relique. Donc un miracle qui paraît inexplicable. Et puis la mort d'une jeune moniale, d'une jeune religieuse qu'on a retrouvée près de la basilique de Saint-Martin, au fond d'un puits, poignardée, dont le corps a été poignardé. Et c'est cette triple énigme que va devoir résoudre Arsenius Pontius, le héros du livre. Ouais, qui sera entouré notamment de sa compagne aussi, Wintrude. Oui, Wintrude, qui est une ancienne princesse thuringienne qui était devenue esclave chez les Francs et qui a été affranchie au début du roman de la fureur de Frédégonde. Elle devient femme libre et elle aide Arsenius Pontius dans son enquête. En tous les cas, on peut dire que vous nous captivez une nouvelle fois avec ce thriller historique, vraiment du début jusqu'à la fin. Bravo à vous, Eric, vraiment. Merci Guillaume, merci. Et pour justement les amateurs d'histoire, je signale aussi qu'à la fin du roman, il y a toujours une note dans laquelle j'explique si j'ai pris des libertés avec l'histoire. C'est toujours signalé dans la note de façon à ce que les gens sachent que tout le reste est avéré. Et puis je donne une petite bibliographie qui permet aux personnes qui voudraient approfondir les choses sur la période que je décris, de pouvoir trouver des livres qui vont leur permettre de mieux connaître cette période d'histoire. Oui, ça permet également aux fans d'histoire, ou même ceux qui sont peut-être, on va dire, novices, qui commencent à s'intéresser à l'histoire, d'aller un petit peu chercher et comprendre aussi ces périodes qui ne sont peut-être pas vraiment connues, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Cette période, notamment mérovingienne, on parle souvent de Charlemagne, mais Clovis, on y passe assez vite, c'est vrai. Et là, pour le coup, ça permet vraiment de s'ouvrir aussi à ça, Eric. Hein. Oui, c'est une période qui est vraiment intéressante parce qu'en fait, c'est à ce moment-là, et du fait de la guerre civile qui va opposer Frédégonde et Brunehilde et donc les différents royaumes francs à cette époque-là, c'est du fait de cette déstabilisation de la lignée mérovingienne que va se mettre en place toute la structure sociétale du Moyen-Âge. Parce que, en fait, l'affaiblissement des rois francs va faire monter ce qui va devenir, en fait, les grands seigneurs du Moyen-Âge. Donc, le phénomène des féodaux se met en place à cette période mérovingienne. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment une période finalement relativement méconnue est à l'origine et permet d'expliquer toute la période du Moyen-Âge et toute la structure, en tout cas, sociétale du Moyen-Âge. Quels sont vos projets pour la suite, Eric ? Alors, je suis en train de réfléchir sur une série, là, cette fois, avec un héros récurrent qui se déroulerait au début, dans les premières décennies du 19e siècle, probablement sous Louis-Philippe.
Ah, excellent ça. Voilà. Avec encore bien. Ah là là. Alors là, on a hâte vraiment de découvrir ça avec à nouveau, bien sûr, des enquêtes, hein, je suppose. Oui, bien sûr, ça sera des romans policiers historiques, mais cette fois avec un héros récurrent qui reviendra dans plusieurs aventures. Ça va faire plaisir à tous vos fans et puis celles et ceux qui vont encore vous découvrir. On en est sûr, il y en a encore. Donc, allez vraiment découvrir Les Francs Royaumes, La Fureur de Frédégonde aux éditions Jean-Claude Lattès. On le rappelle, c'est signé Éric Foissier. Eh bien, ça tombe bien, Éric. On va terminer tout en douceur cet entretien. On va terminer par la Minute Cool. Vous n'allez pas y échapper. On en a parlé tout à l'heure. On a parlé de ces deux personnages historiques. Plutôt Clovis ou Charlemagne? Plutôt Clovis pour rester dans les Mérovingiens. Citez 3 mots, attention là, qui selon vous définissent Saint-Maur-des-Fossés. Alors, naissance, parce que j'y suis né. Griffe noire, parce que c'est la librairie de Saint-Maur. Et puis, lycée, parce qu'en fait, c'est dans le lycée de Saint-Maur-des-Fossés que j'ai passé mon bac. Ah, super. J'ai cru que vous alliez me dire, c'est là où j'ai rencontré ma femme. J'allais dire, ah. Ah non. Mais c'était pas loin, hein. Je l'ai rencontré au lycée, mais pas au lycée de Saint-Maur, au lycée de Champigny, donc juste à côté, en passant de l'autre côté de la Marne. Excellent, j'y étais tout près. Eh ben, on l'embrasse, votre épouse, et on embrasse vos enfants également. Merci. La dernière série que vous ayez vue, c'est laquelle? C'est Spartacus. Si vous étiez un personnage célèbre, ce serait lequel? Personnage célèbre. Je vais dire Frédégonde parce qu'elle m'a habité pas mal de temps là, ces dernières années, ces 3 dernières années. Enfin, Eric, si vous aviez un rêve, ce serait? Qu'on sorte cette période de confinement avec le moins de victimes possible et avec un monde plus fraternel. Ben, j'espère en tous les cas que ce rêve va se réaliser parce que c'est quelque chose que tout le monde devrait rêver et c'est un beau message. On espère qu'on va s'en sortir. Oui, vous, si vous nous écoutez, vous êtes peut-être en confinement ou vous travaillez, vous êtes au travail, on le sait, vous êtes les premiers concernés. On vous souhaite vraiment bon courage tout au long de l'équipe d'Espace des Livres. Vraiment, on vous remercie infiniment. Et puis pour les autres, eh bien, restez chez vous, c'est le mot d'ordre. Éric Foissier, rappelons que vous êtes l'auteur du roman Les Francs Royaumes, La Fureur de Frédégonde aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci vraiment d'avoir accepté cette invitation, l'invitation de la chronique de Lyon. Mais vraiment, c'est un régal. Et vous revenez, vous le savez, quand vous souhaitez, la porte est grande ouverte pour vous. C'est gentil, ça sera un vrai plaisir. Merci à vous, Guillaume. C'était un très bon moment à passer ensemble. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, bon confinement et restez chez vous. Salut!